Bonsoir les people, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de présentation en Kickstarter et je vous emmène avec moi cette fois-ci en Égypte à la découverte des dieux égyptiens pour Ankh, Gods of Egypt, une campagne Kickstarter lancée par Cool Mini or Not il y a 2 jours pour une durée de 3 semaines et déjà financée avec plus de 1 million de dollars américains récoltés. Ankh Gods of Egypt, ou Ankh de façon abrégée, est un jeu qui prend place dans une trilogie avec 2 autres jeux donc, Blood Rage et Rising Sun, déjà lancés précédemment en campagne Kickstarter par Cool Mini or Not. Blood Rage nous avait emmené sur les combats des Vikings à la tête de clans valeureux, Rising Sun nous avait transporté dans le Japon médiéval, Ankh lui nous transporte en Égypte, dans une Égypte polythéiste où plusieurs dieux cohabitent et où plusieurs dieux vont combattre pour devenir le seul et unique dieu adoré par les Égyptiens, dans une Égypte monothéiste et où les autres dieux sombreraient dans l'oubli éternel. Alors Ankh Gods of Egypt est un jeu pour 2 à 5 joueurs, pour des parties d'environ annoncées pour 1h30, qui va se jouer sur un plateau où on retrouve 3 grandes régions de l'Égypte antique. Ces régions vont être le lieu de domination, de combat, de déplacement, de mouvement. C'est un jeu qui associe un certain nombre de gameplay différents qui vont toutes dépendre les unes des autres. Et on va regarder ça de façon un peu plus poussée. Après avoir choisi un dieu égyptien, donc il y en a 5 dans la boîte de base, il y a Osiris, Anubis, Isis, Ra et Amon, des dieux somme toute classiques. D'autres dieux devraient être fournis en stretch goal durant la campagne. Les joueurs vont faire un certain nombre de tours de jeu, et dans chaque tour de jeu, ils vont pouvoir faire 2 actions parmi 4. La première action, ce sera le déplacement des figurines, car comme je vous ai dit, c'est un jeu de mouvement et de placement. Donc en réalisant cette action, les joueurs vont pouvoir déplacer leurs figurines, toutes leurs figurines qui sont à leur position, c'est-à-dire leurs dieux et les troupes qu'ils auraient, voire des gardiens, comme nous verrons, entre 0 et 3 hexagones, pour venir se placer de la meilleure des façons. Ils vont pouvoir invoquer des figurines, donc c'est-à-dire faire venir des troupes, puisque bien que les dieux soient tout-puissants, soient éternels, ils ont parfois besoin d'aide pour pouvoir occuper le terrain avec des troupes. On va obtenir des adorateurs. Les adorateurs vont être la ressource du jeu, c'est ce qui va nous permettre d'acheter un certain nombre de choses. Alors en fait, on va obtenir ces adorateurs en contrôlant des bâtiments, puisque sur cette carte, nous allons retrouver des obélix, des pyramides, un certain nombre de bâtiments qu'il va falloir contrôler, ou en tout cas être au plus proche en se plaçant avec nos figurines. Et donc en réalisant cette action, vous allez récupérer des adorateurs qui vont être utilisés dans la 4e action, qui est celle pour débloquer des pouvoirs spéciaux pour vos dieux. Chaque dieu commence la partie avec un pouvoir unique, et ensuite il y a 12 pouvoirs, et les joueurs vont pouvoir débloquer jusqu'à 6 pouvoirs en cours de partie. Pour pouvoir débloquer ces pouvoirs, ils vont devoir dépenser des adorateurs, les sacrifier, pour pouvoir obtenir et faire grandir la puissance de leur dieu jusqu'à une puissance quasiment infinie lorsque les 6 pouvoirs auront été débloqués. Ce sont les 4 actions d'une partie, somme toute un jeu avec des règles qui sont très simples, mais le cœur du jeu va résider dans un plateau central où les joueurs vont marquer au fur et à mesure leurs actions, sur un plateau qu'ils partagent. À chaque action qu'ils vont réaliser, les marqueurs vont avancer, et à chaque fois que le marqueur atteindra la limite droite de ce plateau, dans chaque action, un marqueur général va avancer et va déclencher des événements. Et ce sont ces événements qui vont être le cœur du jeu, qui vont être le chronomètre du jeu, qui vont marquer l'avancée du jeu. Ces événements vont être de 5 types différents. Tout d'abord, vont déclencher des contrôles. Contrôle des bâtiments, des monuments, comme je vous disais. Pour pouvoir les contrôler, il va falloir donc déclencher ces événements, que le joueur déclenche cet événement. À ce moment-là, il va pouvoir prendre possession d'un bâtiment ou conquérir un autre bâtiment. Il va y avoir un déclenchement de caravane. Alors, le déclenchement de caravane, ça va vous permettre en fait de venir, symbolisé par une caravane de chameaux, venir diviser les régions initiales, donc les 3 régions initiales, en sous-régions. C'est une chose qui est très importante, puisqu'ensuite, dans les autres événements, il va y avoir des conflits. Les conflits vont être joués par région. Il va donc être intéressant de diviser certaines régions pour pouvoir être le seul à occuper la région et dominer cette région. Le troisième événement, qui est un événement qui est majeur, qui est capital dans la partie, ce sont les conflits. C'est un jeu de compétitif, il faut bien du conflit, de la bataille. Alors, lorsque cet événement se déclenche, un conflit va être déclenché dans
successivement dans chaque région du plateau. C'est ces conflits qui vont permettre aux joueurs de gagner des points de dévotion, qui vont être les points de victoire de la partie. Dans chaque région, dans une région où il n'y a aucun joueur, il ne se passe rien. Dans une région où il y a un seul joueur présent par des figurines, il va gagner immédiatement un point de victoire pour la région qu'il contrôle. Puis il va pouvoir gagner des points de victoire supplémentaires pour les bâtiments, les monuments qu'il contrôle de façon majoritaire. Ensuite, dans les régions où il y a plusieurs dieux ou plusieurs personnages, en fait, plusieurs joueurs, un conflit va être initié. Chaque joueur va jouer une carte de combat, chaque joueur commençant avec 6 cartes de combat. Ces cartes de combat vont augmenter la puissance de leurs troupes et vont déclencher des événements. Les joueurs vont résoudre ces événements. On va ensuite comparer aussi la puissance de chaque joueur dans la région. Chaque figurine valant 1 de puissance auquel on va rajouter la puissance de la carte. Le joueur qui a le plus de puissance remporte le combat, ce qui va engendrer que les autres joueurs vont perdre leur figurine, sauf leur dieu qui est éternel. Le joueur qui est victorieux va gagner un point de dévotion. Et en revanche, les joueurs vont eux se partager des points par rapport au bâtiment toujours qu'ils contrôlent dans cette province, dans cette région. Donc tout ça va donner des points de dévotion, des points de victoire, qui va permettre aux joueurs d'avancer sur cette piste et d'augmenter jusqu'à une dévotion la plus forte et la plus grande possible. Le quatrième événement qui va se passer une fois, c'est la fusion des dieux. En fait, après le troisième combat, le troisième conflit, les deux joueurs qui ont les dieux les plus faibles, les moins avancés en termes de dévotion, vont fusionner en un seul dieu. C'est comme si ces dieux, sentant qu'ils allaient tomber dans l'oubli éternel, vont associer leurs forces pour essayer de s'en sortir et de remporter la partie. À ce moment-là, les joueurs vont rassembler leur plateau, donc ils vont pouvoir associer leurs pouvoirs, ils vont jouer ensemble, et plus exactement, chaque joueur va continuer à jouer. Donc à chaque tour de jeu, lorsque les joueurs vont jouer 2 fois, chaque joueur des dieux fusionnés vont jouer 1 fois, donc ils vont jouer, en fait, le dieu fusionné va jouer 2 fois. Donc il va gagner un avantage considérable, en tout cas un avantage important, qui va peut-être lui permettre de refaire son retard sur les autres dieux, voire peut-être même de les dépasser, pour au final remporter la partie. Ensuite, à l'issue du 4e conflit, certains dieux vont tomber dans l'oubli. Tout simplement, les dieux qui sont en dessous d'un certain seuil de dévotion seront éliminés de la partie. Il vous faudra donc toujours tendre et dépasser ce seuil avant le 4e conflit, au risque d'être éliminé. Si tous les dieux sont éliminés car aucun joueur n'a réussi à dépasser ce niveau de dévotion, tous les joueurs perdent, il n'y a pas de vainqueur, l'Égypte tombe dans l'athéisme. Si un seul joueur est au-dessus de ce seuil, il remporte la partie. Et si plusieurs joueurs sont au-dessus de ce seuil, la partie continue entre ces joueurs jusqu'au 5e conflit, et à l'issue de la résolution du 5e conflit, la partie prend fin, et à ce moment-là, c'est le joueur avec le plus de dévotion qui remporte la partie. Voilà, on a fait un tour très rapide du gameplay, donc ce sont 4 actions, toujours 2 actions parmi 4, bien évidemment ce ne sont pas les mêmes actions, les joueurs doivent jouer forcément 2 actions différentes, et qui vont donc engendrer des événements au fur et à mesure qu'elles sont déclenchées, qui vont un peu rythmer la partie et faire avancer cette partie. Il sera parfois intéressant de déclencher soi-même un événement, puisque nous serons prêts à en tirer le plus de bénéfices. Par exemple, si nous contrôlons une région de façon seule, il sera peut-être intéressant de déclencher un conflit pour pouvoir gagner des points de dévotion, ce qui ne sera pas le cas si on partage une région avec un autre joueur et qu'on n'est pas assez fort. Donc voilà, il va falloir trouver cet équilibre entre les actions qui sont intéressantes immédiatement et les déclenchements des conflits en jouant des actions qui sont peut-être moins intéressantes, des événements en tout cas, pour faire gagner des points de dévotion, faire avancer le jeu. Sur la campagne en elle-même, comme d'habitude, Cool Mini or Not nous habitue à quelque chose de très simple, en tout cas en début de campagne, puisqu'il n'y a qu'un seul pledge en fait, c'est un pledge à 100$ qui vous apporte le jeu, Ankh's Gods of Egypt et l'ensemble des stretch goals. Mais, et attention, c'est une grande nouvelle, pour exactement la 2e fois, Cool Mini or Not nous propose une version française de son Kickstarter. Chose qui n'arrivait pas précédemment sur les Marvel, sur les campagnes de Zombicide, sur la campagne du jeu de figurines Trône de Fer, qui était toujours en VO et on devait prendre une VF sans les exclusivités Kickstarter. Cette fois-ci, nous avons
une localisation directement en cours de campagne. C'est la deuxième fois puisqu'il l'avait fait sur une précédente campagne très courte sur un jeu au thème des zombies, juste avant celle de Marvel. Il n'avait pas fait pour Marvel, campagne de début d'année. Là, ils le refont. Pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas, profitons-en pour tous ceux qui sont intéressés de de participer avec une version localisée. Donc attention, il faut bien choisir le pledge le choix se fait directement au niveau du pledge pour pouvoir prendre le pledge à 100$, version française. Sinon, un certain nombre de stretch goals vont être débloqués en cours de partie, mais ça, on va regarder ça dans l'analyse Kickstarter avec Mathieu d'ici une dizaine de jours pour voir ce qui est intéressant. N'oubliez jamais, en tout cas aussi, c'est la partie des frais de port. Les frais de port chez Cool Mini or Not sont toujours un petit peu conséquents. Là, on tourne autour d'une trentaine, 30-35$. Donc, il faut rajouter ça à votre pledge. Donc, ça fait un pledge autour des 135$, 140$. Ce qui n'est pas rien. Il faudra donc regarder en fin de campagne par rapport à l'ensemble des stretch goals débloqués si le pledge est intéressant. En tout cas, le fait qu'il y ait une version française, une version localisée, est une bonne nouvelle pour nous et un point qui doit nous attirer et nous intéresser pour éventuellement venir participer à cette campagne d'un jeu. Je dirais qu'il est un mixte voilà, de confrontation, de déplacement, de placement, de déclenchement d'événements au bon moment. Il va falloir être très fin pour devenir le seul Dieu, le Dieu unique de l'Égypte, et d'être le Dieu éternel et ne pas sombrer dans l'oubli. Mais voilà, on a fait le tour. C'est une vidéo comme toujours assez rapide, mais qui vous permet de faire un tour général de la campagne Kickstarter, de Ankh the Gods of Egypt dans notre cas présent. On reviendra, comme je vous le disais, sur une analyse plus profonde de la campagne et de ce qui a été débloqué. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, à partager. La précédente vidéo a été très bien reçue, on est presque à 1000 vues, c'est plus que le nombre d'abonnés de ma chaîne, donc c'est chose de fantastique, je vous en remercie. N'hésitez pas, bien sûr, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est toujours un soutien qui fait chaud au cœur, qui motive pour continuer voilà, à partager cette passion. Et voilà, donner aussi votre avis sur le game design, sur le gameplay de ce jeu, avec Cool Mini or Not, qui nous habite comme toujours à des campagnes riches, à des campagnes avec beaucoup de choses à dire. Donc je vous attends dans les commentaires pour en discuter. En tout cas, je vous remercie, suivez la chaîne, abonnez-vous et on se retrouve très très vite pour des analyses de Kickstarter et pour des présentations de campagne car il y a encore de beaux titres qui vont sortir dans les prochains jours. A très vite les meeples.